Bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Frédéric Saillant et avec Doric Passeron, le docteur Doric Passeron, on va vous présenter les choix d'Arago concernant les prothèses totales de la hanche. Doric Passeron a travaillé à la Croix-Saint-Simon pendant plusieurs années. Il nous a rejoint à la clinique Arago il y a peu de temps. Et moi, j'étais initialement à l'hôpital Cochin et j'ai rejoint la clinique Arago il y a quelques temps. On va aborder différents sujets au cours de ce topo. On va essayer de répondre à plusieurs questions. Alors, pourquoi le choix de la voie antérieure à la clinique Arago? Vous parlez des suites post-opératoires immédiates et notre organisation dans l'établissement, avec un mot en particulier sur le fast track, la récupération rapide. Le retour à domicile et les consignes post-opératoires qu'on recommande de donner aux patients. Doric Passeron vous en parlera. L'activité physique, quand reprendre, comment reprendre, quelles activités physiques et à quel rythme. Et puis enfin, on terminera par un mot sur les complications et les signes cliniques qui peuvent vous faire redouter une complication dans le suivi, dans le post-opératoire, dans les mois qui suivent l'intervention. Alors, je dirais quelques mots du contexte tout d'abord. Le contexte de la coxarthrose, de l'arthrose de hanche en France. Vous savez qu'on a un vieillissement de la population en Europe en général, en particulier en France également, et 21% de la population a plus de 60 ans en 2017, et on prévoit d'avoir environ 34-35% de la population qui aura plus de 60 ans en 2030. Donc la chirurgie de l'arthrose, que ce soit de l'arthrose de hanche ou de genou, est un vrai enjeu de société avec des conséquences socio-économiques. Il y a environ 150 000 prothèses totales de la hanche qui sont réalisées en France chaque année, réparties de la manière suivante, comme vous le voyez sur la diapositive, entre les premières intentions, qui sont très majoritaires évidemment, et puis il y a une tendance ces dernières années avec une voie antérieure qui est de plus en plus populaire, la tendance à la récupération rapide, le développement de ces protocoles de fast track, et puis évidemment jusqu'à l'ambulatoire. Alors on ne vous parlera pas aujourd'hui, nous, d'ambulatoire, parce que je vous dirai en quelques mots qu'en réalité, on ne réalise pas de chirurgie ambulatoire pour les prothèses de hanche à Arago. C'est un choix, et c'est aussi lié à la demande de nos patients, parce qu'on a très très peu de patients qui nous font cette demande. Alors concernant l'activité, je reviens sur la prothèse totale de la hanche et l'incidence, je dirais, de l'arthrose de hanche en France. On a des actifs, des patients âgés actifs de plus en plus nombreux. Il y a une vraie promotion sur l'activité physique, le sport santé, aussi bien de la part des tutelles, du ministère, mais des facultés également, les médecins généralistes, les cardiologues, les rhumatologues qui incitent les patients à pratiquer de l'activité physique. On sait que l'activité physique a des bienfaits sur le surpoids, le diabète et le cancer, et donc on a de plus en plus de patients plus âgés qui pratiquent encore de l'activité physique, avec donc des conséquences ostéo-articulaires. Et puis, il y a plusieurs publications, je vous en cite quelques-unes ici, qui montrent que le nombre de patients qui vont être opérés ou qui sont opérés d'une prothèse totale de la hanche dans la tranche d'âge 50-59 ans a fortement augmenté, de l'ordre de 50% sur la période des années 2000 à 2007, et cette augmentation continue sur la période suivante. Alors donc, pour l'arthrose de la hanche, la mise en place d'une prothèse, il y a évidemment un choix à faire qui est le choix de la voie d'abord. C'est un sujet qui est souvent discuté, aussi bien avec des correspondants qu'avec des confrères dans les congrès. Et à la clinique Arago, nous avons fait le choix de la voie antérieure. C'est un choix historique sur lequel je ne reviendrai pas, mais je vais plutôt essayer de vous dire pourquoi on a fait ce choix et pourquoi ce choix persiste et perdure à la clinique. Pour aborder la hanche, il y a plusieurs possibilités. On peut passer par en avant, donc la voie antérieure dont on va parler. On peut passer par voie latérale, sur le côté de l'articulation, ou alors on peut passer par voie postérieure. C'est la fameuse voie de Moore qui est la voie la plus répandue dans le monde encore aujourd'hui. Alors, si on regarde maintenant en coupe anatomique, cette flèche bleue correspond à la voie antérieure. Vous voyez qu'on passe par en avant, donc on n'a pas... on y reviendra, de structure anatomique dangereuse en avant. On a en arrière, par voie postérieure, il y a évidemment les pelvis trochanteriens, les muscles fessiers, en tout cas une partie du grand fessier à traverser, et puis le nerf sciatique qui n'est pas très très loin. Et par voie latérale, il faut traverser à ce moment-là
ou écarter en tout cas une partie du moyen fessier, qui est vraiment le muscle de la marche, hein, qui est le muscle de la boiterie, s'il est abîmé, ou alors il faut passer au travers de l'os du fémur, et en particulier ici du trochanter. Alors les voies latérales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il en existe plusieurs. Je les ai regroupées comme ça pour faire un groupe de ces voies latérales. Alors, la Watson-Jones, qui est une voie antérolatérale, la voie de Hardinge, qui nécessite, on va le voir, de passer au travers du fessier, ou la voie transtrochanterienne. Et puis la voie postérieure, c'est la voie de Moore. Il existe d'autres variantes plus complexes, mais la voie classique postérieure, c'est la voie de Moore dont on va parler. Alors, concernant avantages, inconvénients, vous voyez, sur la voie de Watson-Jones, par exemple, ainsi que la voie de Hardinge, il y a une désinsertion musculaire à faire au niveau du moyen fessier, ce qui peut éventuellement générer une boiterie dans les suites opératoires et ralentir un peu la récupération. Et d'autre part, dans la voie de Hardinge, on a le nerf glutéal supérieur qui n'est pas très très loin, raison pour laquelle ce n'est pas forcément la voie que nous avons choisie. Concernant la trochantérotomie, elle nécessite, comme son nom l'indique, la section du grand trochanter, et donc une réparation de ce dernier à la fin de l'intervention chirurgicale avec des fils métalliques, ce qui signifie une absence d'appui pendant 6 semaines. Évidemment, aujourd'hui, en 2021, ce n'est pas toujours facile d'expliquer à un patient qui va avoir des cannes et une absence d'appui pendant 6 semaines. Donc, c'est difficile à accepter. En revanche, c'est une excellente voie pour faire des reprises complexes de prothèses, quand on a besoin de changer une prothèse, par exemple, parce qu'elle donne un excellent jour sur l'articulation et elle permet de faire des reconstructions parfois difficiles à réaliser par d'autres voies. Donc, c'est une voie qui est intéressante, notamment dans les reprises. Concernant la voie postérieure, elle nécessite au moins partiellement la section des muscles des tendons pelvi-trochantériens. Alors, il y a des évolutions à cette voie postérieure et des chirurgiens ont proposé des améliorations en essayant de préserver au maximum les pelvi-trochantériens. Et d'autre part, il y a le nerf sciatique qui est à proximité. Les avantages de la voie postérieure, c'est une voie qui est rapide et facile à apprendre, elle est simple, elle est directe par son abord, une fois qu'on a sectionné une partie des tendons pelvi-trochantériens. Elle donne aussi une bonne exposition fémorale, et si on a une difficulté particulière, elle permet de s'étendre le long du fémur beaucoup plus facilement que, par exemple, la voie antérieure. Donc, c'est pour cette raison que c'est la voie, je dirais, la plus répandue dans le monde encore aujourd'hui, du fait de sa simplicité. Donc, en résumé, vous voyez, par la voie antérieure, on n'en a pas trop d'obstacles. Les voies latérales et postérieures, eh bien, on va avoir les muscles fessiers, le sciatique ou les pelvi-trochantériens qu'on va être obligé de traverser selon la voie qui est choisie. Alors, en revanche, dans la voie antérieure, qui a été donc le choix depuis le départ, hein, depuis de nombreuses années à la clinique Arago, par les créateurs vraiment de la clinique, c'est cette voie antérieure. Pourquoi? Parce qu'elle est anatomique. On passe dans des interstices musculaires entre les muscles. C'est donc une voie directe, intermusculaire, comme je viens de le dire, entre le tenseur du fascia lata et le droit antérieur, pour raccourcir un peu la description. On va donc, au cours de cet abord, respecter la musculature et également les tendons. On ne va pas réaliser de section tendineuse, ce qui facilite finalement la conservation de la stabilité et de la fonction articulaire. Et c'est ça qui va nous intéresser. Elle est donc moins invasive. Alors, j'ai vraiment utilisé ce terme à dessein, moins invasive. Je n'aime pas le terme de mini-invasive parce que les patients parfois viennent nous voir en nous disant « mais vous allez me faire une petite cicatrice ». Et là, je tiens à bien préciser que ça n'a rien à voir avec la longueur de la cicatrice. On peut faire une petite cicatrice et abîmer les muscles et les tendons. Le caractère moins invasif ou mini-invasif, c'est la description de la technique opératoire, de la technique de l'abord, le fait de respecter les muscles et les tendons, et en aucun cas la longueur de la cicatrice. Alors, cette voie antérieure que nous utilisons, c'est une voie initialement décrite en 1885 par Karl Huetter, dans le traitement des abcès potiques ostéo-articulaires au niveau de la hanche. Elle a ensuite été popularisée en France par Robert Judet, qui a notamment fait une publication dans le JBJS, qui est une excellente revue anglo-saxonne en 1950, et en montrant comment faire cette voie d'abord en utilisant la table orthopédique, en particulier pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche.
Et on utilise encore aujourd'hui cette technique décrite par Robert Judet et Karl Huetter. Alors, on utilise donc, pour faire cette voie d'abord, une table orthopédique. Il existe différentes variantes de tables orthopédiques. Là, je vous en ai montré une photographie avec un exemple, une table orthopédique tout à fait conforme à celle initialement imaginée par Robert Judet. Il y a eu des modifications, quelques innovations, des tables un peu différentes, mais peu importe, le principe reste le même. C'est une table de traction. Son intérêt, c'est de pouvoir manipuler le membre inférieur qui va être opéré de manière sécurisée et sans effort, puisqu'on est aidé par des vérins et par tout un système qui va maintenir la jambe en place. La force est donc contrôlée. D'autre part, pour le chirurgien, il y a une stabilité au cours de l'intervention, puisque le bassin ne bougera pas, il est bien positionné. Ça nous aide à positionner correctement le cotyle prothétique quand on met la partie cotyloïdienne de la prothèse. Et puis aussi, au moment de la préparation fémorale, le fémur est stable, il ne bouge pas, il est fixé dans une position. Une fois qu'on a choisi la position, on peut travailler tranquillement le fémur. Ça peut également nous permettre d'économiser un aide opératoire, mais c'est surtout l'intérêt de la stabilité vraiment et de la sécurité lors de l'intervention. J'y reviendrai évidemment, cette table orthopédique, il y a une formation nécessaire pour les infirmières qui s'en servent évidemment. Cette voie donne une excellente exposition sur le cotyle osseux. Je vous montrerai quelques photos après. Je vous ai montré quelques photos là pour vous décrire le type d'incision qu'on peut réaliser, soit une incision assez rectiligne, une incision un petit peu oblique dans l'axe des fibres, au choix du chirurgien. Ça permet aussi d'être dans l'axe des fibres du tenseur du fascia lata pour peut-être mieux les respecter. Et puis, on aura soin également de décaler un peu l'incision vers l'extérieur pour essayer d'éviter le nerf fémoro-cutané. Je vais y revenir après, bien sûr. Elle donne aussi une bonne exposition sur le col fémoral, une fois qu'il est mis en rotation externe. Et c'est une voie donc, qui est adaptée à la grande majorité des patients. Parfois, dans certains cas particuliers, on va choisir une autre voie d'abord, mais dans plus de 95% des cas, dans notre pratique, on peut utiliser la voie antérieure. Alors voilà quelques images péropératoires pour vous montrer l'exposition de la tête fémorale. On utilise parfois une instrumentation spécifique pour récliner la capsule articulaire, pour un titre personnel, que je récline, que je conserve et que je suture à la fin de l'intervention. Certains disent que ça peut éventuellement aider à la stabilité articulaire, peut-être la proprioception, on n'a pas pu le démontrer, mais ça paraît intéressant quand c'est possible de garder la capsule articulaire. Voilà une exposition entre le tenseur du fascia lata et le droit antérieur, où on voit apparaître la tête fémorale arthrosique. Alors, sur le cotyle, on a une excellente vue, comme le montre cette photo à droite, où on voit vraiment la totalité du cotyle, la corne antérieure, la corne postérieure, le toit du cotyle, le trou obturateur. Et c'est une voie par laquelle on peut même réaliser certaines reprises unipolaires, c'est-à-dire lorsqu'on doit changer uniquement le cotyle qui aurait été désinséré, enfin, un problème d'usure. Et même quand on a besoin de faire une petite reconstruction cotyloïdienne, on peut le faire par cette voie. Alors, cette voie d'abord, évidemment, elle n'a pas que des avantages. Il faut aussi citer les inconvénients de la voie antérieure, ou en tout cas les éléments à prendre en compte. Tout d'abord, la formation du chirurgien. Il y a un réel training, et c'est une voie qui nécessite une formation dans des centres qui connaissent cette voie antérieure. Il y a plusieurs dizaines d'interventions chirurgicales avant d'être bien à l'aise sur la voie antérieure pour une prothèse totale de la hanche. Donc, le chirurgien doit avoir l'habitude de l'utiliser et l'utiliser au quotidien. D'autre part, ça ne s'improvise pas au sein de l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut également avoir une équipe d'infirmières circulantes qui soit formée à l'utilisation de la table orthopédique, parce qu'on peut, évidemment, si on ne connaît pas la manipulation de la table, réaliser de faux mouvements et ça peut être à ce moment-là dangereux. Donc, c'est la manipulation de la table avec une équipe qui manipule cette table au quotidien. Il y a eu évidemment des cas de fausse route ou de fractures fémorales décrites dans les premières interventions d'utilisation au début de l'expérience. Donc il y a une vraie courbe d'apprentissage et ça nécessite une organisation en travail d'équipe avec une vraie collaboration entre le chirurgien et l'infirmière qui va manipuler la table orthopédique. Concernant le nerf fémoro-cutané, un petit mot sur ce sujet. Je vous ai donné ici quelques références dans la littérature. Évidemment, on a des patients
Alors, le nombre de patients, difficile à dire. Moi, pour ma part, j'estime environ 30% des patients qui présentent des dysesthésies ou alors des hypoesthésies sur la face antérolatérale de la cuisse, qui sont des phénomènes temporaires qui régressent dans les 6 mois post-opératoires. C'est souvent des femmes. Et vous voyez que dans la littérature, il y a des pourcentages décrits de 4,5% pour certaines études, jusqu'à 80% pour d'autres études. Donc, je ne saurais pas vous dire où se situe exactement ce chiffre, mais en tout cas, il faut prévenir les patients qui peuvent avoir ces phénomènes esthésiques dans les suites opératoires, mais que ça régresse. J'en profite pour vous dire qu'il y a une très grande variabilité anatomique de la répartition du nerf fémoro-cutané dans la population générale. Il y a une très belle étude qui a été publiée il y a 1 ou 2 ans, une étude japonaise, anatomique sur cadavre, qui montre qu'on a 3 formes, une forme antérieure, une forme postérieure et une forme en éventail de ce nerf fémoro-cutané, et répartie un tiers dans la population. Alors avec la forme purement antérieure, on a peu de risque d'abîmer le fémoro-cutané. En revanche, dans la forme postérieure ou la forme en éventail, là, on a un risque plus important d'abîmer ce nerf purement sensitif. Alors, l'analyse de la littérature sur la voie antérieure et ses bienfaits est toujours un exercice difficile. La littérature est pléthorique sur ce sujet. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, de niveaux de preuves variables. Et il y a évidemment des défenseurs de la voie d'abord antérieure, des défenseurs de la voie d'abord postérieure. Donc, on ne va évidemment pas rentrer dans cette polémique. C'est une affaire d'école et de conviction. Les auteurs, en revanche, sont assez d'accord pour dire qu'avec la voie antérieure, on a une récupération un peu plus rapide qu'avec la voie postérieure dans le court terme, c'est-à-dire dans les 3 à 6 premiers mois. Concernant le taux de luxation, là encore, il y a une discussion. Les taux de luxation rapportés dans la littérature, toutes voies confondues, sont de l'ordre de 1 à 4%, peut-être un peu moins pour la voie antérieure et un peu plus pour la voie postérieure, mais on a des publications qui sont en faveur de la voie antérieure ou en faveur de la voie postérieure. On pourrait en discuter. Je vous ai mis de nombreuses références ici. D'autre part, les défenseurs de la voie postérieure ont montré qu'avec une tentative de préservation d'une partie des pelvis trochanteriens et l'utilisation des gros diamètres de tête fémorale prothétique, on arrivait à se rapprocher des taux de luxation qu'on a avec la voie postérieure. Donc, c'est un sujet qu'on ne va pas clore aujourd'hui, mais en tout cas, notre choix reste à la voie antérieure, et notamment pour la qualité de récupération. Alors, je vous ai cité 2-3 papiers, et ça, c'est un article dans une revue très sérieuse, le Journal of Arthroplasty 2015, une étude randomisée avec un suivi à 6 semaines qui montre qu'il y a une durée d'hospitalisation significativement plus courte chez les patients ayant une voie antérieure par rapport à la voie postérieure, une réduction de l'EVA significativement plus importante et un sevrage de canne significativement plus rapide avec la voie antérieure. Encore une fois, c'est une étude courte à 6 semaines de recul. Un papier intéressant en 2018, parce que c'est une analyse de la littérature qui réunit 9 études randomisées et contrôlées, donc des études de bon niveau, qui montre qu'on a un meilleur score de Harris dans les 2 à 4 semaines. Vous voyez, donc c'est dans la phase précoce post-opératoire avec la voie antérieure. En revanche, on a des scores identiques à 12 semaines et à 1 an entre la voie antérieure et postérieure. La douleur évaluée en EVA décroît plus rapidement avec la voie antérieure. Et en revanche, sur les taux de complications, on est identique entre la voie antérieure et la voie postérieure. Enfin, 1 ou 2 derniers papiers. Ça, c'est un Clinical Orthopedics de 2016, avec là aussi un très bon niveau de référence de ce papier, qui montre encore une fois une amélioration fonctionnelle meilleure à 3 mois avec la voie antérieure. Au-delà de 3 mois, on a des résultats identiques. Et ce papier 2018, une étude sur un peu plus de 100 patients, comparant là aussi la voie antérieure et la voie postérieure, une étude randomisée, qui a étudié le SF12, qui est un score de qualité de vie, le Harris, et puis les complications, qui montrent une amélioration fonctionnelle meilleure jusqu'à 2 mois post-opératoire avec la voie antérieure. Donc, vous voyez, toutes les études vont à peu près dans le même sens sur ce sujet en particulier.
Je vais aborder maintenant les suites opératoires immédiates et en particulier le protocole que nous avons à la clinique Arago au quotidien. Alors, dans les suites de l'intervention, on a standardisé les suites grâce à ce protocole Fast Track qui a été mis en place en particulier par nos anesthésistes, le docteur Weckmans et le docteur Rosenthal en particulier à la clinique depuis quelques années maintenant. Alors, le drainage articulaire. Certains n'utilisent pas de drain et d'autres mettent un drain articulaire qui est retiré généralement à J1, c'est-à-dire 24 heures post-opératoire. Les cannes sont généralement abandonnées entre 1 et 3 semaines post-opératoire, ça dépend un peu du profil du patient. Le retour à domicile se fait entre le 1er et le 3e jour post-opératoire, là encore en fonction évidemment des caractéristiques du patient, de son âge en particulier. Le premier lever et la marche se fait dès le jour de l'opération. Les patients sont levés le soir de l'intervention chirurgicale s'ils ont été opérés le matin ou en début d'après-midi. S'ils ont été opérés le soir, évidemment, à ce moment-là, ils sont levés le lendemain matin. Mais on essaye, dans la mesure du possible, donc c'est, je dirais, environ 80% ou un peu plus des patients qui sont levés le jour de l'intervention. On ne prescrit pas de rééducation de manière systématique et quelques patients seulement vont en centre de rééducation, essentiellement pour des raisons sociales, des patients âgés qui sont seuls à la maison, par exemple. Il n'y a pas de nécessité d'aller en centre de rééducation. C'est vraiment la marche pour nous qui est la meilleure des rééducations. Et enfin, les patients ont un traitement anticoagulant, évidemment, pendant 5 semaines post-opératoire. Alors, le fast track, en fait, a été décrit initialement par des Danois. Il y a plus de 900 publications par ces deux médecins que je vous ai cités ici. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, je vous montre simplement que c'est quelque chose d'ancien. Ils ont commencé à publier dans les années 73, 74, 75, en étudiant le métabolisme post-opératoire des patients, comment se développait ce métabolisme, pourquoi les malades avaient un stress post-opératoire, en chirurgie orthopédique et en chirurgie viscérale, et ils ont essayé de comprendre quelles étaient les pistes d'amélioration pour essayer de favoriser la récupération post-opératoire. C'est de là qu'est partie, en fait, vraiment l'idée de développer ce qu'on appelle le fast track ou la récupération rapide. Une petite étude avait été faite à la clinique Arago il y a quelques années sur un peu plus de 200 patients. On avait essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait lever certains patients à J0 dès le jour de l'opération et pour quelles raisons certains patients, eh bien, on avait du mal à les lever. Et en fait, on s'est aperçu, vous voyez que, alors je prends la colonne par exemple des prothèses totales de la hanche, eh bien, on avait 54 patients qui pouvaient être levés sans problème dès le premier jour, enfin le jour de l'intervention. Mais vous voyez qu'on a 12 patients pour intolérance orthostatique et 17 patients pour personnel non disponible. Donc on s'est dit qu'on avait vraiment là un axe d'amélioration et qu'on pouvait certainement augmenter le nombre de patients levés à J0. Il y avait quelques problèmes de douleur, mais finalement assez peu, 4 patients seulement. Refus du patient dans 2 cas. Et donc, on a commencé à travailler justement sur la disponibilité du personnel et puis le dépistage de l'intolérance orthostatique. Le protocole a donc été mis en place. Alors, il comporte une éducation préopératoire, c'est-à-dire que c'est important en consultation, la consultation d'anesthésie, la consultation de chirurgie, d'expliquer au patient comment va se dérouler le post-opératoire, lui dire qu'il va être levé le jour de l'intervention et qu'il va quitter l'établissement entre le 1er et le 3e jour. Il a le temps de se préparer à ces événements et ça fait vraiment partie de la mise en disponibilité mentale du patient à ces événements post-opératoires. On pratique une analgésie multimodale, c'est-à-dire qu'on utilise évidemment l'analgésie orale avec des antalgiques par voie orale le plus rapidement possible. On va essayer de supprimer les perfusions rapidement, mais on y associe des infiltrations péropératoires qui sont réalisées en fin d'intervention. On utilise par exemple de la naropéine qu'on va injecter dans les muscles autour de l'articulation et qui vont vraiment soulager le patient, à tel point que souvent le soir et la nuit de l'intervention, ils n'ont pas de douleur, et ça favorise vraiment le premier lever, le jour de l'intervention. D'autre part, on réalise au maximum l'épargne morphinique, et on évitera, dans la mesure du possible, de donner ces médicaments morphiniques qui peuvent avoir des effets secondaires et ralentir la mobilisation du patient. Donc, on va se concentrer sur le paracétamol et ses dérivés, les anti-inflammatoires, l'Acupan, des antalgiques de ce type. Le glaçage
glaçage est un élément très important qui joue un rôle antalgique important dans les suites immédiates de l'intervention, mais également dans les 10-15 jours qui suivent l'intervention. Et moi, je recommande souvent aux patients de continuer à glacer la hanche une fois qu'ils sont à domicile pendant quelques jours. Le lever est donc précoce, idéalement entre la 2e et la 4e heure post-opératoire. Et donc, pour ça, on a des kinés qui ont été formés à ça, qui sont tout à fait disponibles et qui viennent lever les patients dans les heures qui suivent l'intervention au sein de l'établissement. Le kiné passe donc 2 fois par jour pendant toute la durée d'hospitalisation. Vous l'aurez compris, le but de la kiné n'est pas de rééduquer la hanche, mais c'est de faire lever le patient, de lui apprendre les transferts, de lui montrer comment utiliser les cannes et de lui donner confiance et notamment de l'accompagner dans les escaliers dans les 2-3 premiers jours qui suivent l'intervention. L'appui est évidemment complet et immédiat le jour même de l'intervention et généralement on fait marcher les patients dans l'escalier le lendemain de l'intervention. La sortie se fait donc entre le 1er et le 3e ou 4e jour et on a pu, grâce à ce protocole, réduire la durée de séjour. Donc, en résumé, sur cette diapositive, les 4 points importants sur lesquels il faut travailler, c'est le métabolisme post-opératoire, c'est-à-dire qu'il faut évidemment essayer de casser cette chaîne de froid, d'anxiété et de jeûne. Donc, réchauffer les patients rapidement dès la salle de réveil, les alimenter rapidement, les rassurer, bien sûr, et les entourer. La mobilisation rapide passe par la disponibilité des kinés, la mise au fauteuil dès le soir ou le lendemain matin de l'intervention, demander aux patients de s'habiller, de ne pas rester en pyjama et de manger assis. Supprimer les agressions, c'est-à-dire les sondes urinaires, les perfusions le plus rapidement possible dès le 2e jour post-opératoire. On va essayer de retirer tous ces éléments qui vont l'entraver dans sa mobilité. Et puis, bien sûr, supprimer la douleur. Alors attention, supprimer la douleur ne veut pas dire sédation, et c'est pour cette raison qu'on va épargner au maximum, éviter l'utilisation des morphiniques, et les infiltrations ainsi que le glaçage vont vraiment nous aider dans cette démarche. Pour réaliser tous ces éléments, il faut évidemment avoir un personnel adapté, un personnel qui soit formé, avec une bonne collaboration entre les infirmières de salle, les infirmières de réveil, les anesthésistes et les chirurgiens. Concernant, en un mot, le type de prothèse, on a eu cette question parfois par des collègues, savoir est-ce que le fast track dépend, enfin, est-ce que le type de prothèse utilisée rentre en jeu dans le fast track? En réalité, donc ça, ce n'est pas un sujet. Ce qui est important, c'est d'avoir une prothèse qui ait une bonne stabilité première dès la mise en place de l'implant, ce qui peut être obtenu avec une tige sans ciment ou avec une tige cimentée, évidemment. À la clinique Arago, pour les chirurgiens, nous utilisons dans 90% des cas nos pratiques le sans ciment, environ dans 10% des cas la tige cimentée, mais ça ne rentre absolument pas en ligne de compte dans le protocole Fast Track. Concernant nos pratiques, une grande majorité des implants qu'on utilise sont des implants céramique-céramique, un couple de frottement qui donne une excellente longévité avec une usure extrêmement faible et qui a vraiment notre préférence dans l'établissement pour la grande majorité des chirurgiens qui y travaillent. Donc, vous l'avez compris, le protocole Fast Track et la récupération rapide nécessitent vraiment de positionner le patient au centre du dispositif. Ça nécessite une bonne organisation, une bonne collaboration entre les praticiens de l'établissement, mais aussi savoir individualiser et personnaliser le protocole, parce qu'évidemment, on ne va pas en demander autant à un jeune sportif marathonien qui a sa prothèse totale de hanche à 45-50 ans, qu'à une patiente âgée de 85 ans et qui sera beaucoup plus fragile. Donc, il faut savoir aussi personnaliser ce protocole. Juste un mot, je vous ai cité une publication, mais il en existe beaucoup, sur les bienfaits du fast track. La mobilisation précoce permet de réduire significativement la douleur post-opératoire, mais, et c'est beaucoup plus intéressant, diminue le nombre de décès post-opératoires par embolie pulmonaire, diminue le nombre d'infarctus post-opératoires et diminue évidemment la durée de séjour. Donc ça a vraiment un bienfait sur la morbidité opératoire des patients. Alors voilà un graphique qui vous montre un peu l'évolution des durées de séjour à la clinique Arago depuis 2004. Vous voyez qu'on a réduit, il suffit de regarder
la courbe, on a bien réduit la durée de séjour des patients, où c'était environ 10 à 12 jours en 2004, et on est passé à 4 jours en 2016, et on est un petit peu mieux aujourd'hui, aux alentours de 3 jours en 2020. Une fois le patient rentré dans le protocole, on a évidemment une checklist qu'il faut valider avant que le patient puisse quitter l'établissement pour s'assurer qu'il le fait en toute sécurité. Alors cette checklist, elle est assez simple. Être capable de s'asseoir, de se lever de son lit ou d'une chaise tout seul, être capable de s'habiller, de se déshabiller, de faire ses soins corporels, avoir une EVA au maximum à 4 sur 10 à la mobilisation, être capable de marcher 70 mètres avec les béquilles, une ou deux béquilles, ça dépend un peu de la vitesse de récupération des patients, avoir eu une éducation des gestes à risque à ne pas réaliser dans les suites immédiates de l'intervention par le kiné. On leur remet d'ailleurs un livret à la sortie. Avoir évidemment une plaie chirurgicale qui est parfaite et qui ne pose pas de problème d'écoulement ou d'hématome ou de quelques problèmes que ce soit. Avoir enfin un lieu de sortie adapté, c'est-à-dire quelqu'un qui va l'accueillir à domicile ou avoir un domicile adapté à recevoir le patient, bien entendu. Dans de rares cas, les patients iront en centre de rééducation, mais ça doit rester une exception. Et enfin, avoir un patient qui a bien compris les enjeux, avec une bonne collaboration avec l'anesthésiste réanimateur en particulier, qui va rester le lien avec le patient concernant la douleur et le traitement anticoagulant dans les semaines post-opératoires immédiates. Nos anesthésistes sont tout à fait joignables par nos patients s'il y avait une question. De même, nous avons aussi une astreinte chirurgicale pour pouvoir répondre à toutes les questions que les patients pourraient avoir en cas de soucis post-opératoires. Voilà, je terminerai par une courte vidéo pour vous montrer un exemple de patient qui est à 2 jours de l'intervention. Alors, il marche sans canne sur une courte distance. Tous les patients ne sont pas, comme lui, sans canne immédiatement après l'intervention, mais on peut obtenir des résultats de ce type avec la voie antérieure, mais probablement également avec d'autres voies. Concernant la prothèse totale en ambulatoire, j'en dirais simplement un petit mot. Nous ne la pratiquons pas à la clinique Arago, tout simplement parce qu'on n'a pas de demande de la part de nos patients. D'autre part, il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que les patients sont souvent indolores le jour de l'intervention et dans la nuit qui suit l'intervention. Mais attention au premier jour, deuxième jour post-opératoire, où là, les patients sont souvent un peu fatigués, un peu plus douloureux à la mise en route de l'articulation. Les muscles commencent à tirer un petit peu. Et on n'a jamais eu de regret de nos patients d'être restés une nuit ou deux hospitalisés. Ils sont contents d'être entourés et d'avoir le confort d'avoir une infirmière et un médecin qui peut les assister pendant 2-3 jours. Donc, à notre avis, au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas un sujet dans notre pratique. Voilà, l'objectif de cette mobilisation précoce, c'est vraiment de remettre le patient dans l'activité le plus rapidement possible et de diminuer, comme on l'a vu, les comorbidités post-opératoires. Je vais passer la parole à Doric Passeron qui va vous parler maintenant du retour à domicile et des suites de l'intervention. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct, comme Stéphanie vous l'a dit tout à l'heure, grâce au petit module de questions. Donc, Frédéric, tu as opéré le patient, tu l'as rééduqué rapidement et il rentre à domicile et c'est l'heure des questions que nous posent la majeure partie des patients, parfois les médecins et parfois les kinés. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? De marcher un peu tous les jours, 15 minutes ou pas, mais marcher plusieurs fois par jour, tout en respectant la douleur. S'ils ont mal avant, il faut qu'ils arrêtent avant. Mais l'idéal, c'est ça. Les escaliers, il ne faut pas forcer, ça ne doit pas être un exercice non plus particulier. J'ai un patient qui montait 36 étages par jour en pensant que c'était bien. Évidemment, ce n'est pas bien. Donc, on doit pouvoir les faire et il ne faut pas non plus abandonner les escaliers et dormir dans la cuisine. Les béquilles, ce n'est pas une course. Il y a des gens qui les arrêtent 5 jours après ou 2 jours après.
et d'autres qui les gardent 6 semaines. C'est complètement normal. Chacun va à sa vitesse. Il est important de se glacer la cuisse les premières semaines. Ça participe à l'action anti-inflammatoire, ça stoppe la réaction anti-inflammatoire. Et donc, c'est très important de le faire les premières semaines. C'est un peu astreignant, mais ça participe à l'amélioration rapide. Il faut savoir respecter des temps de repos après tous les efforts. Et au niveau de la cicatrice, un pansement tous les 2-3 jours suffit. On n'est pas obligé de déranger les infirmières le dimanche. Donc lundi, mercredi, vendredi, c'est très bien. Il faut enlever les fils précocement. À Arago, on a mis en place des box de pansement et donc les patients sortent directement avec tout le matériel nécessaire. C'est assez pratique, ils n'ont pas besoin de courir à la pharmacie. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire de renfort musculaire, c'est très important. On a de nombreux patients qui développent des tendinites parce que soit ils ont un kiné qui était un peu trop motivé, qui leur a mis des poids aux pieds et qui leur a fait travailler la flexion de hanche. C'est vraiment à ne pas faire. Et puis, il y a aussi le syndrome des gens qui vont trop bien, ils ont pas mal, et ils se disent « Ah ben, je vais pouvoir aller plus vite en faisant de la musculation ». Et ben, ça ne marche pas, c'est l'inverse qui se passe. Travailler les amplitudes, il n'y a pas besoin de spécifique de travailler les amplitudes, surtout pas au début, il ne faut pas qu'ils se luxent non plus, ça peut faire mal. En revanche, on peut être amené à les travailler plus tard, on verra plus tard. La cicatrice, il faudra la masser, mais pas tout de suite. Mais ça sera important après de récupérer la souplesse. Alors, les patients qui vont bien ont souvent le plus longtemps une gêne inguinale qui peut se traduire soit par une douleur, soit par une difficulté à lever la hanche. Cette douleur, elle peut être souvent, les patients disent « j'ai mal comme avant, est-ce que vous m'avez vraiment opéré ?» Et c'est la douleur qui met le plus longtemps à diminuer. Elle est souvent, c'est souvent un dérouillage, cette douleur, c'est-à-dire que les patients restent assis, ils se lèvent quelques pas, pardon, et puis ça passe en marchant. Et cette gêne peut rester assez longtemps. Et parfois, à 3 mois, il y a des patients qui ont encore ces douleurs. C'est complètement normal. Alors, le kinésithérapeute, il va se dire « mais je sers à quoi là-dedans » Dans la hanche, on en prescrit effectivement extrêmement rarement. Ça va servir pour les patients qui ne se sentent pas sûrs, qui ont peur, malgré tout le travail qu'on peut faire à la clinique Arago. Donc, il faut les réassurer. Parfois, il y a des gens qui ont complètement oublié de comment marcher ou comment béquiller et ils auront besoin de faire ce travail. Il y a une certaine population également qui est très raide et qui est terrorisée par la prothèse, par tout ce qu'on peut dire sur les luxations. Et donc, on peut leur faire travailler les mobilités. Moi, j'ai tendance à demander ça sur les patients raides plutôt après 6 semaines, voire après 3 mois. Et puis, en HAD, il y a toujours de la rééducation parce que les patients qui vont en HAD, c'est une population qui nécessite le plus souvent tout ce travail de réassurance. Un cas extrêmement particulier, c'est les athlètes de haut niveau qui ont besoin d'une réathlétisation. Et donc ça, on la démarre 3 mois après. Combien de temps je vais être arrêté? Systématiquement, on prescrit 2 mois, c'est à peu près général à la clinique Arago. C'est adaptable, on peut faire moins et on peut le prolonger à 3 mois, parfois plus, en sachant qu'il y a de nombreux travailleurs de force qui reprennent le travail. Je pense à des maçons qui reprennent le travail à 3 mois, c'est possible. Moins d'1 mois, ça me paraît très compliqué. Il y a quand même une grande fatigue pendant 1 mois. Il y a un épuisement du fait de l'angoisse de l'opération, de l'anesthésie, de la perte sanguine, de la douleur. Donc, moins d'1 mois, ça me paraît très compliqué et finalement, on le voit assez peu. Docteur, est-ce que je vais avoir besoin d'accessoires? En voie antérieure, une chirurgie de première intention, ça n'a pour moi quasiment jamais d'intérêt.
sauf des très rares cas particuliers. En fait, quand on opère, on teste tous la prothèse une fois qu'elle est réduite, qu'elle est remise en place. Et la plupart du temps, c'est stable. S'il y a vraiment une instabilité qui nous angoisse et qu'on n'a rien pu faire, que ce n'est pas une instabilité liée à un problème chirurgical, on peut être amené à prescrire des rehausseurs, des coussins d'abduction, mais en général, la réponse est non, 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 pas besoin d'accessoires. Les voyages. Alors l'avion, ça reste très discuté. En théorie, il y a un risque thromboembolique pendant 5 semaines. Donc on aurait le droit à 6 semaines, ça c'est sûr. Et avant, est-ce qu'on n'a pas le droit? Il y a certains anesthésistes qui me disent il a les bas de contention, il a les anticoagulants, pourquoi il ne pourrait pas prendre l'avion? Et en pratique, on opère de temps en temps des patients qui habitent en Corse, par exemple, et qui reprennent l'avion 2 jours après l'opération. Alors peut-être qu'il ne faut pas qu'ils fassent 10 000 km en avion, c'est sûr, mais c'est à discuter au cas par cas et avec son binôme anesthésiste. Le train, c'est un moyen de retour à la maison assez facile finalement. Donc on peut dès la sortie, et la voiture, on peut être passager dès la sortie dans une voiture normale, sans besoin de louer un camion ou un véhicule spécial. Alors, rarement, on me pose des questions sur les activités sexuelles, mais c'est uniquement du bon sens. Je vous avoue que cette question, on ne me la pose pas souvent, mais on me la pose de temps en temps. C'est du bon sens, il n'y a pas de délai à respecter, ni de position interdite. Quand est-ce que je peux reprendre le sport? Alors, une règle, il y a 2 règles en fait, c'est reprendre les activités déjà pratiquées. Est-ce que c'est bien prudent de débuter le ski si on n'en a jamais fait et qu'on vient d'avoir une prothèse? En général, on peut reprendre la natation assez vite, vers 3-4 semaines, le vélo également. Le golf et la randonnée, c'est plutôt vers 6 semaines. Le golf, je parle du practice et de petits parcours. Et puis, tout ce qui va être un peu plus intense, après 12 semaines, en sachant qu'il n'y a aucune réelle contre-indication. Tout ça reste du bon sens. Et puis, si à 12 semaines, on n'arrive pas à courir, même 5 minutes, ce n'est pas non plus très inquiétant. Pour reprendre la conduite, c'est une question extrêmement fréquente. On recommande 1 mois en général. C'est sûr que la hanche droite, c'est un peu plus long que la hanche gauche, mais c'est en général 1 mois. On avait interrogé les assurances et la police à l'époque, et en fait, il n'y a aucune réglementation. Donc, pour conduire, il faut être en état de pouvoir conduire. Et donc, il faut pouvoir, freiner, donc pas être limité par la douleur. J'ai des patients qui ont eu des accidents parce qu'ils n'ont pas pu freiner à cause de la douleur. Bon, c'était plutôt des prothèses de genoux, mais c'est arrivé. Et puis, il ne faut pas être complètement drogué sous des antalgiques de palier 2 ou 3. C'est intéressant et important que le patient reprenne contact avec son généraliste assez rapidement. Il a la lettre de liaison qui peut lui transmettre rapidement. Le généraliste nous aide pour démasquer des complications, suivre éventuellement les prises de sang. Et puis, si besoin, le patient, s'il est en HAD, on a un contact très facile. L'anesthésiste est joignable et le chirurgien est joignable également à Arago très facilement, en sachant qu'en plus, il y a l'astreinte de chirurgien et d'anesthésiste dont avait parlé Frédéric. Alors, les questions pour après le post-opératoire, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer comme reprise d'activité physique et sportive? Donc, il y a beaucoup d'articles. Les articles sont basés sur 2 classifications pour essayer d'un peu faire le tri et de savoir de quoi on parle. Il y a la classification de Weiss qui catégorise les activités physiques en fonction de leur impact. Cette diapo est intéressante. Déjà, le faible impact, le golf,
Moi, je trouve que faire un swing, c'est un peu violent. Je n'aurais pas mis dans faible impact, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de course à pied ou de choses comme ça. Mais ça peut être un peu agressif pour la hanche et j'ai tendance à demander aux patients d'attendre un petit peu avant de reprendre du practice. Et puis, deuxième chose intéressante, c'est le jardinage. C'est classé dans impact modéré et c'est vrai que c'est une des premières activités que les patients reprennent. Mais je pense notamment à l'activité de bêchage. Ça peut être très physique et ça peut créer des problèmes de type tendinite des fléchisseurs de hanche. Puis la deuxième classification, c'est la classification UCLA. Juste à partir de 7, ça commence à être du vrai sport. Donc, on a un certain nombre d'articles qui montrent que après une prothèse de hanche, les patients étant de plus en plus jeunes, et c'est vrai qu'on opère de plus en plus de patients entre 50 et 60 ans, et un certain nombre peuvent reprendre une activité à fort impact. Donc là, ces deux études qui montrent ceci. Alors, on n'a pas encore opéré Cristiano Ronaldo, mais je ne désespère pas. Donc, c'est une réalité. Ces deux études le montrent également avec des forts impacts. Donc, on est dans le haut de la classification de Weiss et on est à plus de 7 sur UCLA. Et puis, c'est des études qui sont faites sur quand même de nombreux patients. Alors, est-ce qu'on peut promettre, c'est vrai que de plus en plus, on voit des patients qui n'ont pas réel gêne à la vie quotidienne, mais qui ne peuvent plus faire de sport. Et donc, on peut dire aux patients qu'ils seront autorisés à reprendre des sports de faible ou fort impact ou modéré, mais certains n'y arrivent pas et on est obligé quand même de mettre ce bémol. Certains patients gardent un inconfort. Vous voyez que les chiffres sont faibles, mais ils sont là. Et donc, ça reste compliqué d'opérer des patients uniquement pour gêne sportive et pas que pour une gêne au quotidien. Donc, je vais passer un peu vite parce que l'heure passe. Mais c'est toutes ces études qui montrent la possible activité sportive à fort impact. Cette étude est intéressante parce qu'elle montre que c'est après voie antérieure qui reprennent le sport. Et puis, cette étude montrait les facteurs prédisposant à la reprise du sport, donc au niveau, UCLA supérieur à 7. Donc, c'était les hommes jeunes, donc de sexe masculin, avec un petit BMI et avec un UCLA élevé en préopératoire. Étude intéressante, les chinoises montrent que la voie antérieure est meilleure, plus rapide pour la reprise des activités physiques, que ce soit au quotidien et également pour le score à race. Donc en pratique, le sport est possible, il est de plus en plus pratiqué, on ne limite pas, quand les patients vont bien, à aucun sport. J'avais l'habitude, quand j'étais jeune, j'ai appris à dire vous n'avez pas le droit à la Formule 1 et au parachutisme. Maintenant, je les autorise. Mais, petit bémol, on ne peut pas leur promettre qu'ils vont pouvoir le refaire. Quoi qu'il arrive, il est important de respecter une progressivité dans la réathlétisation, que ce soit pour faire des randonnées ou pour faire des marathons. Alors, quand s'inquiéter, de quoi on a peur? On a peur des infections, des hématomes, des phlébites et embolies pulmonaires, et puis des complications mécaniques. L'infection, traditionnellement, c'est une cicatrice rouge, chaude, qui peut couler avec de la fièvre supérieure à 38,5
Et puis des signes biologiques, une CRP qui s'ascensionne. C'est-à-dire qu'une CRP, elle est toujours élevée en post-opératoire, mais si elle s'élève rapidement, ça peut être un signe important. Il faut savoir que parfois, on n'a aucun des signes, mais il y a quand même une infection. Et parfois, on a un seul de tous les signes. Donc, on demande un bilan inflammatoire. L'écouvillon sur la cicatrice ne sert strictement à rien. Ne prenez pas le temps de faire ça, ça sert strictement à rien. Il est très important de ne pas donner d'antibiotiques. Ça peut fortement perturber le traitement. Et il faudra bien sûr appeler le chirurgien et ou l'anesthésiste d'Arago. Pour rappel, le traitement de l'infection, c'est médical et chirurgical, absolument pas ou. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une chirurgie, pas seulement des antibiotiques. Les infections simples sont définies par l'ARS, sont à traiter par le chirurgien initial, donc en l'occurrence, ça va être nous. Les infections complexes des patients qui sont à leur deuxième ou troisième épisode où le chirurgien n'y arrive pas, ou des infections à bactéries hyper résistantes, il faudra que ce soit pris en charge par un centre de référence des infections ostéo-articulaires. Il y en a plusieurs à Paris, la Croix-Saint-Simon et Ambroise Paré étant les centres référents. En tout cas, je répète, jamais d'antibiotiques en probabiliste. Les crèmes antibiotiques n'ont absolument aucun intérêt également. Donc, pas d'antibiotiques, quelle que soit la forme. L'hématome, c'est un cuisse qui devient gros et qui commence à faire mal avec une peau tendue. On peut voir une déglobulisation sur la NFS. Ça peut être lié à un problème d'anticoagulant. Ça peut être lié également à une infection qui se traduit par une augmentation de la cuisse. Il faut savoir qu'au 10e jour, il y a ce qu'on appelle la chute d'escarre, c'est-à-dire les croûtes formées à l'intérieur tombent et ça peut ressaigner un peu. Et donc, il peut y avoir souvent des cuisses qui regonflent vers le 10e jour. C'est souvent bénin et il faut rassurer les patients, mais ça peut se traduire, si le patient est sous anticoagulant, par un hématome. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un bilan bio, rechercher une infection. Et puis, si les patients sont sous anticoagulants en comprimé, en ACO, il faut éventuellement, si vous pouvez penser au fait qu'on ne peut pas les opérer pendant 48 heures avec les NACO, que ce soit le Xarelto, les Liquis ou autres. Et donc, il faut... si vous pouvez penser à faire un relais HBPM ou au moins prévenir l'anesthésiste rapidement, ça serait très bien. Alors, on ne fait pas de Doppler systématique, on n'en fait plus, ça a été fait. Pardon, je reviens. Non, je ne reviens pas. Ah, pardon. Il y a beaucoup de Doppler qui sont faits pour des douleurs au mollet ou enfin essentiellement des douleurs au mollet, oui. Et on trouve très régulièrement des phlébites sous-poplités. En 2021, il ne faut pas traiter ces phlébites par des anticoagulants efficaces. Ah, pardon, mince. Voilà, donc après toutes les complications mécaniques, bah, évidemment, vous contactez le chirurgien, c'est du bon sens. Donc, qu'est-ce qui ne doit pas inquiéter? Bah, une CRP qui est un peu élevée en post-opératoire pendant les premières semaines, c'est normal. La phlébite sous-poplitée, on en a parlé. Des plaquettes un peu élevées, c'est également la réaction inflammatoire de la cicatrisation. Et la persistance de douleur à 1 mois, même 3 mois, modérée et qui diminue, ça ne doit pas inquiéter non plus. Donc, reprise de toute activité possible, on l'a dit, bien respecter le réentraînement progressif. Les complications, finalement, elles sont assez rares, elles peuvent être potentiellement graves, donc il faut bien les connaître. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie.